Alors, merci Marie de me passer la parole. Moi, je vais axer ma présentation sur les défis et les enjeux juridiques liés au conflit armé au Mali. Alors, c'est un conflit qui soulève bien évidemment de nombreux enjeux pour le droit et plus particulièrement le droit international. Mais je fais le choix, puisqu'on se situe dans une perspective de réflexion sur les défis en lien avec la résolution de ce conflit, de m'intéresser spécifiquement sur ces enjeux qui peuvent avoir un impact sur la résolution du conflit qui sévit depuis 2012 au nord du Mali. Alors le premier enjeu ou défi que je voudrais aborder, c'est celui du respect du droit applicable. Et cela me permettra d'aborder par la même occasion la question de la qualification de ce conflit qui sévit au nord du Mali. Alors quand je parle de respect du droit applicable, ce qu'il faut dire, c'est que eu égard à la situation qui prévaut actuellement dans le nord du Mali, ou plus uniquement dans le nord du Mali, mais de manière générale au Mali, le corpus juridique adéquat pour régir cette situation, c'est bien évidemment le droit international humanitaire. Pourquoi le droit international humanitaire? Parce qu'on est en présence d'un conflit armé. Et chaque fois qu'il y a un conflit armé dans une zone ou dans une région, le corpus juridique pertinent pour régir le comportement des parties, c'est bien évidemment le droit international humanitaire. Alors, c'est un conflit qui date, dont on peut dater qu'on peut dater à janvier 2012, à la suite de l'offensive du mouvement national pour la libération de l'Azawad. Donc, ce conflit débute depuis 2012 et continue jusqu'à aujourd'hui, même si en 2015, il y a eu un accord de paix qui a été conclu entre les principaux protagonistes du conflit armé. Cet accord de paix n'enlève rien au fait que sur le terrain et à la lumière des faits, la situation équivaut toujours au regard du droit international à une situation de conflit armé. Bien évidemment, il y a des arguments qui sont très souvent avancés pour essayer de soustraire cette situation au champ du droit international, comme l'argument de la guerre contre le terrorisme, qui en droit n'est pas une qualification juridique. Et même si on peut reconnaître qu'il y a des actes terroristes qui sont menés par un certain nombre de groupes armés qui sont présents dans ce territoire, il reste que la situation sur le plan juridique se qualifie d'un conflit armé et plus particulièrement d'un conflit armé non international. Alors l'un des défis en lien avec la qualification de cette situation, c'est notamment celui de l'identification des parties. Bien évidemment, on a d'une part l'État malien, mais comme la professeure Aurélie l'a relevé tantôt, on a en présence une multitude de groupes armés qui interviennent. Donc parfois, il est très difficile de déterminer qui sont idéalement les parties à ce conflit. Donc on a non seulement des hostilités entre l'État en lui-même, ou bien les forces maliennes et le MNLA, mais on a également des hostilités qui peuvent se dérouler entre des acteurs non étatiques entre eux, que ce soit le MNLA et le Moujao, ou encore ACMI qui est présent dans la zone depuis 2013. Donc, dans ces circonstances-là, pour évoluer vers une résolution du conflit, il est impératif que les parties, qu'il s'agisse des forces maliennes ou encore des groupes armés non étatiques, se soumettent aux règles que leur impose le droit international humanitaire et qui, en l'occurrence, est complété par le droit international des droits de la personne qui vient en quelque sorte pour renforcer le régime juridique de protection des victimes des conflits armés. Cela dit, depuis le début du conflit jusqu'à aujourd'hui, on note toujours des violations massives des droits humains sont commises dans la zone et ces violations sont attribuées, peuvent être imputées aux différents acteurs qui interviennent dans la zone. Donc, selon un rapport récent qu'a publié la MINUSMA en collaboration avec l'Euro Commissariat aux droits de l'homme, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on estime qu'environ 1% des violations seraient actuellement commises par le mécanisme opérationnel conjoint, qui est un mécanisme qui a été mis en place par les forces maliennes en collaboration avec les groupes armés non étatiques qui interviennent dans la zone et qui vise justement à apporter une assistance aux forces maliennes. Mais également, ces violations sont également
attribuables aux forces internationales, et je me réfère principalement à la MINUSMA elle-même, à la force Barkhane, qui est l'opération que mène actuellement la France dans la zone, ou encore à l'opération qu'a déclenchée récemment dans la zone les pays du Sahel. Donc, bien évidemment, certaines violations sont également attribuables aux autorités maliennes, aux groupes armés identifiés, mais également à un certain nombre d'éléments ou bien de groupes qu'on n'a pas encore réussi à identifier et qui est justement l'un des défis en lien avec ce conflit armé. Donc, pour ce qui est des violations commises, elles sont de divers ordres. Principalement, on peut retenir la torture, les mauvais traitements, et les détentions illégales, les disparitions forcées, le recrutement d'enfants soldats essentiellement attribuables aux groupes armés non étatiques, ou encore les violences sexuelles. Récemment encore, certains soldats de la MINUSMA, notamment venant du contingent tchadien, étaient accusés de certaines violences sexuelles, ou encore des exécutions extrajudiciaires qui sont réalisées par les forces de défense maliennes. Mais pourquoi est-ce important de respecter le droit international? Quel peut être l'apport ou bien l'impact, quel peut être l'impact du respect du droit sur la résolution de ce conflit? Alors les enjeux sont multiples et que ce soit pour les autorités maliennes, pour les forces internationales ou encore pour les groupes armés non étatiques qui y sont présents. Le premier, c'est bien évidemment le fait que le respect du droit en lui-même est un gage d'efficacité. Et pour illustrer ce fait, je vais prendre le cas par exemple des forces multinationales. L'une des principales missions de la MINUSMA, c'est de protéger les civils, de protéger les civils. Donc, il va sans dire que pour réaliser cette mission, il est impératif que la MINUSMA elle-même dans son comportement soit irréprochable et qu'elle ne se rende pas coupable de quelque violation que ce soit. Ensuite, c'est également un gage de légitimité. Si on prend par exemple pour illustrer ce fait, le fait des groupes armés non étatiques, un certain nombre de groupes armés non étatiques reprochent justement à l'État malien le fait d'être incapable de maintenir la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Et ils aspirent bien évidemment à une légitimité sur le plan international. Et pour acquérir cette légitimité, il est impératif qu'ils démontrent leur bonne foi en mettant en œuvre les obligations qui sont les leurs. Et cet aspect s'est démontré justement au moment de la conclusion des accords de paix. N'ont été conviés à la table de négociation que ces groupes armés, au moins, qui certes ne sont pas irréprochables, mais qui menaient quand même leur combat d'une certaine mesure dans le respect des obligations internationales, et raison pour laquelle les groupes armés non étatiques ont été exclus de la table de négociation. Donc c'est également un gage de légitimité, mais également un gage de crédibilité pour la force multinationale, par exemple, qui est en manque et qui a besoin d'un soutien, que ce soit en termes de financement ou en termes de ressources humaines. Donc le respect ou bien la conduite irréprochable de ces forces pourrait, attirer, mobiliser des alliés qui seraient prompts ou bien disposés à apporter leur soutien à la MINUSMA. Enfin, ça peut être également un vecteur de résolution du conflit à proprement parler. Le droit international humanitaire, par exemple, il y a des dispositions qui peuvent très souvent rapprocher les parties et les inviter, les mettre sur la même table de négociation. Par exemple, l'article 3 commun aux conventions de Genève, qui est l'une des dispositions principales qui s'applique à ce conflit armé, prévoit la possibilité pour les parties de conclure des accords entre eux qui devraient régir leur comportement en temps d'hostilité. Donc, ce simple fait, par exemple, si jamais des groupes armés étaient amenés à conclure un accord avec, par exemple, les autorités maliennes, le simple fait de se mettre sur la table de négociation pourrait implicitement favoriser le dialogue entre les parties impliquées et à terme éventuellement favoriser une résolution des conflits armés. De même, les attaques qui sont menées contre les populations civiles augmentent justement, accroît justement la possibilité qu'on assiste à une exacerbation de la violence ou à une aggravation de la violence. Donc,
le respect du droit en la matière présente un certain nombre d'enjeux pour toutes les parties impliquées. Mais bien sûr, il y a un certain nombre de défis qui entravent justement la soumission ou bien le respect des parties impliquées au droit international, parmi lesquels l'inadéquation du cadre juridique. Le cadre juridique qui régit l'intervention des parties n'est parfois pas très adapté à la situation opérationnelle sur le terrain, ce qui peut parfois, dans certaines circonstances, obliger les parties à sortir ou bien à sortir, oui, du cadre juridique qui devrait régir leur intervention. On a également l'ignorance du droit. Comme je vous l'indiquais tantôt, de nombreux groupes procèdent à l'enrôlement des enfants dans les groupes armés, des enfants qui n'ont aucune connaissance des dispositions juridiques qui doivent s'appliquer ou bien qui régissent leur comportement. Il y a aussi une absence manifeste de mettre en œuvre le droit international, notamment de la part de ces groupes qui se livrent à des activités terroristes. Ensuite, vous avez la question de l'interopérabilité juridique, qui est une question un peu plus technique, notamment liée au fait, par exemple, au déploiement de la MINUSMA. On a des contingents venant de plusieurs États et qui sont liés par des règles juridiques aussi distinctes les unes que les autres. Donc, fait que quand on a tout cela, il est quelque peu parfois difficile d'harmoniser le comportement de tous les soldats sur une même ligne ou bien sur un même cadre juridique, étant donné que les parties sont liées par des règles juridiques aussi distinctes les unes que les autres. Ensuite, il y a la diversité des conflits armés. Comme je vous le faisais savoir, c'est un conflit armé qui, on peut juridiquement estimer qu'il n'y a pas un seul conflit qui sévit actuellement dans le Nord Mali. On peut estimer qu'il y a plusieurs conflits, un entre l'État malien et éventuellement le MNLA, mais un autre conflit entre le MNLA et d'autres groupes armés non étatiques. Donc on est dans une situation, dans un conflit armé assez complexe et cela rend justement difficile la possibilité de formuler une ligne de conduite ou bien d'assister donc justement ces parties en matière de respect de droits de la personne. Et ensuite, il y a l'absence de sécurité qui rend difficile l'accès aux lieux et pour des organisations telles que le CICR pour diffuser le droit international humanitaire auprès des parties. Donc, pour renforcer donc le respect du droit dans le cadre de ce conflit, ce qui pourrait, comme je l'indiquais, favoriser une résolution du conflit, il est important non seulement d'assurer une promotion et la diffusion du droit international ou bien des règles juridiques qui s'appliquent en la matière auprès des parties, mais également de contrôler de manière régulière la mise en œuvre de ces dispositions par les parties impliquées et enfin d'assurer une sanction des violations qui sont commises, ce qui pourrait servir d'effet dissuasif sur les personnes qui seraient tentées par le futur de violer le droit international. Ensuite et enfin, le dernier défi majeur que je voudrais évoluer, c'est celui de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est un mécanisme qui est mis en place par des États qui ont subi des violations, bien des exactions massives pendant une période, et qui vise justement à établir les responsabilités de chacune des parties, à essayer de rechercher la vérité pour essayer de réconcilier les parties impliquées. C'est un mécanisme, la justice transitionnelle s'appuie sur 4 principaux mécanismes, notamment les poursuites pénales, la recherche de la vérité, les réparations, mais également les réformes institutionnelles pour mettre en place des institutions aptes à remettre le pays en marche, si je peux le dire ainsi. Donc, dans le cadre, la justice transitionnelle est l'une des voies alternatives qu'a choisi l'État malien justement pour sortir donc de ce conflit armé. Et dans le premier, en ce qui concerne le premier aspect, notamment celui de la poursuite des infractions pénales, un certain nombre de mesures ont été prises aussi bien au plan interne qu'au plan international, justement, pour réprimer ceux-là pour poursuivre donc justement et punir ceux-là qui ont commis des violations graves dans le cadre de ce conflit armé. Donc il y a les juridictions maliennes elles-mêmes qui actuellement ont été saisies d'un certain nombre d'affaires, mais vous avez également un pôle spécialisé qui a été créé à Bamako et qui est justement chargé de juger tous ceux-là qui ont commis
des crimes ou bien des actes de terrorisme. Ensuite, vous avez la CPI qui a eu à juger Almadi, qui était un représentant dans Sardine et qui l'a reconnu coupable justement pour la destruction des mausolées à Tombouctou. Et enfin, vous avez des acteurs de la société civile qui s'impliquent également dans ce conflit pour aider justement les parties dans le cadre des poursuites judiciaires, parmi lesquelles Avocats sans frontières Canada, qui a justement mis en place un projet justement pour assister les victimes et favoriser justement la répression des violations. Ensuite, vous avez dans le volet vérité et réconciliation, vous avez une commission vérité, justice et réparation qui est déjà en place. Donc, les membres ont été déjà nommés et qui est déjà quelque peu opérationnel avec ces antennes régionales qui ont été entre-temps créées. Mais récemment également, le secrétaire général des Nations Unies a nommé les membres d'une commission internationale d'enquête internationale qui sont chargés justement d'enquêter sur les violations qui ont été commises dans le cadre de ce conflit pour pouvoir faciliter justement la poursuite des principaux auteurs de telles infractions. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de défis qui se posent en la matière et le principal, c'est justement, entre autres, la difficulté parfois d'arrêter ces personnes qui se sont rendues coupables des violations. Par exemple, il y a récemment le pôle spécialisé dont je vous faisais mention tantôt a puni, a condamné un certain nombre de responsables djihadistes pour des actes terroristes qui avaient été commis dans le cadre de ce conflit. Mais ils ont été condamnés par contumace. Fait que la plupart des personnes, certaines personnes condamnées sont encore en liberté, ce qui représente un risque pour les victimes elles-mêmes qui, bien que, malgré le fait que leur bourreau ait été condamné, n'ont pas matériellement obtenu justice, mais également c'est un risque pour leur sécurité parce qu'ils sont exposés éventuellement à des risques de représailles. Donc ensuite, vous avez des procédures judiciaires qui sont longues et interminables. Et on peut avancer plusieurs arguments justement pour justifier ce fait, notamment les difficultés d'accès dans les zones où se situent les tribunaux, plus particulièrement au nord où est essentiellement concentrée la violence. Donc les magistrats sont quelque peu réticents à aller très souvent dans les tribunaux qui sont situés dans la région du nord, ce qui rend de plus en plus longues les procédures. Mais il y a également des difficultés d'ordre matériel et également financières. Ensuite, vous avez parfois cette faible volonté politique que l'on peut noter chez les autorités maliennes, ou encore, et c'est le lieu de le relever, le fait que pour l'instant, les poursuites semblent n'être dirigées que vers les responsables ou bien les membres des groupes armés non étatiques. Donc on a comme une justice qui vise essentiellement ou principalement les auteurs, les coupables dans les groupes armés non étatiques. Pourtant, il y a des violations qui ont également été commises au sein des forces armées maliennes. Et pour une véritable justice, réparation et réconciliation, il est important que tous les camps, les membres des différents camps qui se sont rendus coupables des violations graves soient également sanctionnés. Donc, en guise de perspective, pour conclure, donc, il faut bien évidemment l'implication de tous les acteurs dans le processus de réconciliation, c'est-à-dire il faudrait que tous les acteurs, que ce soit les membres de la société politique, la société civile, les membres des groupes armés non étatiques, fassent preuve de bonne foi et qui s'impliquent dans les négociations ou bien dans justement ce processus de justice transitionnelle. Mais il y a également la nécessité d'une coordination et d'une synergie effective entre les différents acteurs qui sont impliqués, que ce soit entre la commission justice, vérité, réconciliation ou encore entre la commission internationale d'enquête internationale qui a été mise en place. Parce que parfois, on semble noter comme si des attributions similaires sont parfois attribuées, des missions similaires sont parfois attribuées à ces différents organes. Donc, il peut parfois se poser des problèmes en termes de coordination de l'action des différents mécanismes, ce qui pourrait avoir un impact négatif justement sur le processus. Enfin, il faudrait bien évidemment garantir l'indépendance et la neutralité des commissaires qui siègent au sein de la commission justice, vérité, réconciliation. Et enfin, il faut bien sûr une coopération effective avec les instances internationales, que ce soit
la Cour pénale internationale. Et sur ce point, il faut féliciter l'État malien qui a déjà fait des efforts justement en transférant en fin mars, un des accusés qui était recherché contre lequel la CPI, la Cour pénale internationale, avait émis